Ce serait absurde de ne pas vouloir étudier un fait social. Il faut au moins étudier, dans ce cas-là, si c'est une illusion, il faut étudier l'illusion et regarder si c'en est une. Pour ma part, je le vois comme un fait social indubitable. Ça se voit par exemple dans des déclarations de certains politiques. Quand vous avez M. Mélenchon qui participe à une manifestation du CCIF, vous pensez à la manifestation dans des manifestations contre ce qu'on appelait l'islamophobie, où il y avait clairement des islamistes radicaux, M. Mélenchon, quand il fait ça, tombe dans l'islamo-gauchisme, sans aucun doute. Voilà la collusion. Alors, moi, je veux bien après que des spécialistes de sciences politiques analysent ça, trouvent d'autres mots pour décrire le phénomène. Chacun doit voir ça avec sérénité, objectivité. Merci de lire ce passage qui est complètement imaginaire. Vous êtes d'accord, je suis sûr, qu'on ne peut pas publier un roman comme ça en France aujourd'hui, à propos de la France qui devient un État juif. Heureusement qu'on ne peut pas. Vous savez qu'il y a 130 ans, on pourrait. Et il y avait des livres qui ont décrit comment la France devient un État juif. Personne n'oserait pas seulement écrire un roman comme ça à propos de judaïser la France. Je crois que c'est une page et demie que Dominique a lu. Je ne crois pas que des autres critiques de Houellebecq ont osé d'écrire une chose pareille. On risque d'être accusé d'antisémitisme. Bon, je ne suis pas antisémite, je ne suis pas judophobe, et j'ai osé écrire ça parce que j'étais choqué en lisant Soumission qu'un livre comme ça était écrit par un grand écrivain français, honoré, très importante, et personne n'a pas contesté dans les grands médias sur un danger qu'un livre comme ça contient. Et vous savez que je connais un peu l'histoire de la France. Je connais un peu la culture française, pas assez. Mais je fais un effort d'apprendre le français pour écrire des livres sur la France. Cet livre, qui est plutôt sur la France et pas sur l'histoire du sionisme ou du judaïsme ou d'Israël. J'ai osé l'écrire après des années que j'ai, fait des recherches sur l'histoire de la France. Je m'intéressais beaucoup. Et d'ailleurs, je crois que je connais l'histoire de la France moderne, contemporaine, plus que l'histoire du sionisme. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Mais de toute façon, je suis devant un phénomène actuel. Parce que les livres n'écrit pas seulement l'islamophobie aujourd'hui en France, il écrit les statuts d'intellectuels français actuels. C'est ça qui m'inquiète beaucoup plus. Ce n'est pas seulement la question de l'islamophobie. Et les questions que je pose, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France? Deux grands intellectuels français. L'une s'appelle Ben-Henri Lévy, l'autre s'appelle Michel Onfray. L'un écrit un livre qui s'appelle L'esprit du judaïsme, sans savoir hébreu, sans savoir l'araméen, mais pas de problème. Il est intellectuel français. L'autre écrit Penser l'islam, sans savoir un mot, ni dans l'arabe classique, ni dans l'arabe. Et tout le monde accepte ça comme quelque chose de naturel parce que c'est la France. Et la France était autrefois le centre du monde. C'est-à-dire, je ne peux pas imaginer une élève de maîtrise que j'ai en Israël qui écrit sur la France sans savoir un peu le français. Mais des Français peuvent écrire sur des autres choses sans connaître rien de tout. D'ailleurs, pourquoi j'accuse Bernard Lévy? Est-ce que vous savez que Braudel, peut-être le plus grand historien français, non? Fernand Braudel, vraiment un grand historien, riche, intelligent. Il a écrit beaucoup de livres, pas mal de livres, sur l'histoire de la Méditerranée. Vous savez ça? Des chefs-d'œuvre. Tout le monde connaît. Ce n'est pas Bernard Lévy avec... Ça, c'est moi. Je m'excuse. Donc, revenons à Braudel. Vraiment un grand historien qui a écrit tous les livres importants sur la Méditerranée.
Vous savez qu'en lisant Braudel, jamais je n'ai pas pensé, est-ce que Fernand Braudel, qui a écrit l'histoire des Méditerranées, est-ce qu'il savait l'arabe? Bon, j'ai cherché, j'ai vu qu'il ne cite pas rien de tout de langue arabe. Ce dont je me demandais, comment c'est possible écrire? Plus près du micro. J'ai eu peur qu'il savait l'arabe. Non, peut-être, bon, il n'y a qu'une signe, peut-être que je me trompe, mais il ne cite pas. Imaginez, écrire l'histoire des Méditerranées sans savoir l'arabe. Est-ce que c'est possible? Oui, à Paris. Oui, dans cet centre du monde. L'Athènes moderne, qui est de Voltaire et Rousseau jusqu'à Sartre et Foucault, était vraiment le centre intellectuel peut-être du monde occidental. Bon, il y a beaucoup d'accès avec cette, sentiment profond qu'on est le centre du monde. Mais tant qu'il y avait des gens comme Voltaire, Rousseau, Durkheim, Bergson, etc., Sartre, Foucault, Bourdieu, on a pardonné. D'accord? Mais aujourd'hui, vous n'avez pas, vous les Parisiens, vous n'avez pas un Foucault, vous n'avez pas un Sartre. Vous avez Bon et Lévy, vous avez Onfray, vous avez Zemmour, vous avez Finkielkraut. Et quelque chose a changé, à mon avis, dans la culture française, dans la culture parisienne, et ce n'est pas changé pour le mieux. Donc, j'essaie d'écrire plus ou moins ce processus dans mon livre, poser la question pourquoi. Pourquoi cette Athènes moderne s'est terminée pour le moment? D'ailleurs, j'ai insisté à mettre les points d'interrogation parce que je ne suis pas sûr que c'est la fin de l'intellectuel français, mais c'est un certain déclin. D'ailleurs, hier, on m'a demandé si je ne suis pas un décliniste comme eux. Donc, il y a des déclinistes de gauche, il y a des déclinistes de droite, je crois. Donc, je suis décliniste de gauche, si vous voulez, parce que je crois que certaines choses en France, à la fois, est réduit au point de vue de la force de pensée, force intellectuelle, etc. Et peut-être pire, une partie de ce problème, c'est qu'on a aujourd'hui des intellectuels, comme j'ai nommé tout à l'heure, qui, dans cette époque de crise grave, culturelle, morale, politique et économique, s'expriment sur la scène publique avec une paranoïa terrible envers des émigrés, une haine terrible envers des musulmans, et le monde accepte ça. Les résistances face à cette islamophobie aujourd'hui à Paris est très très faible. Mais ça, ce n'est pas nouveau. La résistance en face des judophobies à la fin du XIXe siècle était faible. Je commence le livre en racontant les frères Dreyfus. Tout le monde ici a entendu parler sur les frères Dreyfus. Ouais? Tout le monde sait qui était Dreyfus. Mais est-ce que vous savez qu'il n'y a pas une affaire Dreyfus? Il y a deux affaires Dreyfus. À 1995, éclate, après le procès, l'hystérie antisémite judophobe. Pendant 3 ans, tous les journaux, toutes les expressions intellectuelles sont antisémites, judophobes, etc. Personne ne conteste pas. 3 ans. Entre 1895 et 1898, c'est un désert peuplé par des judophobes. C'est-à-dire, parfois, si je réfléchis aujourd'hui sur Paris aujourd'hui, ça me rappelle ces 3 années, entre 95 et 98, que les grands journaux ont, comment dire, c'était complètement naturel qu'un juif est un traître. N'oublie pas, c'était après Panama, le scandale de Panama, des banquiers d'origine juive et toute cette affaire-là, tout le monde, c'est-à-dire des journaux respectueux, pourraient se prononcer face aux juifs comme des intellectuels respectueux aujourd'hui puissent s'exprimer face aux musulmans.
98, il y a un changement. D'autres forces intellectuelles éclatent et entrent dans la scène publique. Je parle sur Zola et toutes les autres qui ont soutenu après, pendant 3-4 ans, jusqu'à certaines victoires de la République française face aux judophobies. Donc ces forces, de Zola, d'Anatole France, de Durkheim et beaucoup des autres, ont réussi de freiner les judophobies profondes dans la tradition française, jusqu'à la entre-deux-guerres. La question que je dois poser, et j'essaie de poser, j'attends de 98, aujourd'hui en France. De où peut venir cette contre-courant, contre-attaque, pour cesser des romans comme ça, comme Soumission, pas les publier, c'est-à-dire on peut les publier, peu importe pour moi, mais de devenir des chefs-d'œuvre, c'est-à-dire qui, sont publiés, sont devenus des best-sellers. Je ne crois pas que beaucoup de livres aient été vendus, comme les 3 livres une de Houellebecq, 2e de Finkielkraut et 3e de Zemmour. Les derniers grands succès de librairies comme ça étaient Drummond en 86 avec La France juive, qui était une best-seller fantastique à 86, dans les années 90 du XIXe siècle. Après, à 1938, une fois de plus, La France juive devient un best-seller, et à 43. Vous savez, à 43, c'est normal. Aujourd'hui, on peut publier des livres comme ça sans qu'il y aura une vraie résistance en France. Donc, je pose des questions. Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va changer le cap, les tendances, ou est-ce qu'on est aujourd'hui à la fin d'une époque? Une époque qui a commencé avec les révoltes contre le pouvoir, ou les critiques contre le pouvoir de la part de Voltaire, Rousseau, Diderot et des autres. Et peut-être ce grand cycle de lumière français surtout est terminé au début du XXIe siècle. Merci. C'était juste.